Pendant 4 décennies, le nom d'Arthur Moreau était synonyme d'une mainmise inébranlable sur le pouvoir. Un empire forgé par une ambition glaciale et un passé commodément balayé sous le tapis. Il régnait sur de vastes métropoles, mais résidait dans une solitude dorée, un roi dépourvu de liens émotionnels, jusqu'à ce qu'un appel inattendu déterre une vérité enfouie. Sa mère, la femme qu'il avait abandonnée dans sa quête effrénée de richesse, approchait de ses derniers instants. Lors de retrouvailles tendues, un seul mot d'elle, empli de pardon et d'amour inconditionnel, brisa les défenses qu'il avait méticuleusement construites tout au long de sa vie, révélant l'être humain fragile qui se cachait en dessous. Ce récit retrace le parcours d'un homme qui a dû tout perdre pour se redécouvrir à travers la voie la plus ancienne de son être. Le bureau exécutif d'Arthur, perché au sommet de la tour Moreau, était un sanctuaire de marbre poli et de verre expansif. De cette hauteur, Paris s'étendait, une scintillante tapisserie de lumière totalement indifférente à son pouvoir. Devant lui gisait un contrat de plusieurs milliards d'euros, attendant sa signature, juste une autre conquête pour sa collection impressionnante. C'est alors que l'interphone émit un discret carillon. « Monsieur Moreau, un appel est arrivé d'un hôpital rural. C'est à propos de votre mère. » La voix de son assistante, Madame Dubois, était feutrée, presque un murmure. Arthur se figea. Sa mère, un spectre d'un passé qu'il avait juré de ne jamais affronter. Il appuya sur le bouton. « Passez-les et libérez mon emploi du temps pour le reste de la journée. » À ce moment précis, l'empire d'Arthur Moreau commença à s'effondrer, non pas d'un effondrement financier, mais d'un faible écho d'une vie mise de côté. Arthur Moreau, à 60 ans, incarnait le succès bâti sur un vide émotionnel. Ses costumes sur mesure et la montre opulente ornant son poignet lui servaient de bouclier formidable contre le monde et plus crucialement contre lui-même. Il évoluait dans les couloirs feutrés d'hôpitaux portant son nom, de fondations caritatives portant son nom et de géants financiers à son effigie, pourtant aucun de ces titres ne parvenait à combler le vide caverneux de sa vaste propriété de Neuilly-sur-Seine. La solitude était sa compagne inébranlable, astucieusement déguisée par un emploi du temps chargé et des galas somptueux où les conversations s'avéraient aussi creuses que les sourires forcés. Il se souvenait distinctement de la dernière fois qu'il avait vu sa mère, Jeanne. Il y a plus de 40 ans, un échange houleux dans la petite cuisine de leur humble maison de campagne, un choc de volonté entre son existence simple et son propre désir insatiable de plus. Il l'avait laissée avec une promesse creuse de retour et n'avait jamais regardé en arrière. Le souvenir était une vieille blessure purulente qu'il s'obstinait à garder scellée, anesthésié par l'ivresse enivrante du pouvoir. Maintenant, le téléphone pressé contre son oreille, la voix tremblante d'une infirmière à l'autre bout du fil, Jeanne était dans ses derniers jours. Un silence assourdissant descendit sur le bureau, brisant l'illusion de contrôle absolu qu'il avait si minutieusement élaborée. L'urgence dans le ton de l'infirmière ne concernait pas des rapports médicaux complexes ou une défaillance d'organes. Il s'agissait du temps qu'il n'avait pas passé avec elle et qui s'échappait maintenant rapidement. Il se retrouva à fixer sa propre main vieillissante, douloureusement conscient de la fragilité inhérente de la vie, y compris la sienne. La nouvelle du décès imminent de sa mère, une présence qu'il avait systématiquement effacée de son existence, ne suscita pas l'indifférence attendue. Au lieu de cela, une vive douleur de quelque chose qu'il reconnaissait à peine. Le remords. C'est alors que tout commença à se défaire. Au fond de lui, Arthur aspirait à une paix que l'argent ne pouvait tout simplement pas acheter. Il désirait une connexion authentique, les rires sans retenue qu'il observait chez les familles ordinaires lors de ses rares promenades matinales au parc, loin du regard intrusif du public. Secrètement, il rêvait de l'approbation de sa mère, qu'il avait tenté d'apaiser avec un versement mensuel qu'il savait totalement insuffisant pour effacer sa longue absence. Mais il restait piégé dans la cage dorée qu'il avait lui-même méticuleusement construite, convaincu que régner en roi de la santé ou en magnate de l'immobilier était le seul moyen de valider sa valeur. Sa première grande chute ne fut pas financière, mais profondément personnelle.
Plusieurs années auparavant, son fils unique, Antoine, s'était délibérément éloigné. Antoine, un artiste visionnaire, s'était lassé de la pression incessante de suivre les traces de son père et de l'absence omniprésente d'une affection véritable. Le point de rupture survint lorsque Arthur, au lieu d'assister à la première exposition solo de son fils, annula pour conclure un accord qu'il jugeait plus important. La galerie était animée de visiteurs, mais l'espace à côté d'Antoine restait ostensiblement vide, faisant écho à la profonde absence de son père. La déception voilée dans le regard d'Antoine frappa Arthur avec la force d'un coup physique. C'était la même déception qu'il avait infligée un jour à sa propre mère. Il tenta de réparer la brèche avec des cadeaux exorbitants et une excuse fragile. Mais l'abîme s'était déjà solidifié. Antoine déménagea sur un autre continent, se forgeant sa propre vie loin de l'ombre immense de son père. Arthur rationalisa le chagrin comme une simple phase que son fils traversait, un caprice de jeunesse. Pourtant, dans le calme de la nuit, au sein du vaste vide de son manoir, il se retrouvait à scruter de vieilles photographies d'Antoine enfant, un sourire immaculé dont il se souvenait à peine. À chaque nouveau rapport sur le succès croissant de son empire, la sensation de vide s'intensifiait. Il accumulait des triomphes que personne ne célébrait à ses côtés, des trophées d'une guerre qu'il avait laissée plus pauvre qu'enrichie. Sa vision du monde, basée sur l'idée que le succès matériel mènerait intrinsèquement au bonheur et au respect, commença à s'effilocher. L'argent, autrefois son instrument de pouvoir le plus puissant, semblait désormais complètement inutile face au vide de son âme et à la vaste distance qui le séparait de son fils. Et il croyait toujours qu'il pouvait tout arranger. La nouvelle concernant sa mère l'entraîna dans un abîme qu'aucune acquisition de plusieurs milliards de dollars n'aurait pu combler. À bord du jet privé qui le transportait vers la petite ville rurale, Arthur Moreau, le magnate impitoyable, se sentait comme un petit garçon désemparé. Chaque battement de son cœur résonnait de l'écho de 40 ans de silence, de son refus de reconnaître les quelques lettres, des cadeaux envoyés par un intermédiaire pour éviter tout contact direct. Il regardait le paysage pastoral se dérouler sous lui. Un contraste saisissant avec les gratte-ciel qu'il commandait, et la disparité était étouffante. La profonde solitude de la cabine semblait amplifier la douleur qu'il avait toujours rigoureusement réprimée. En arrivant à l'hôpital local, un bâtiment modeste et ancien, Arthur fut accueilli par l'odeur antiseptique de l'alcool et une sensation palpable de désespoir, un contraste saisissant avec ses propres installations médicales opulentes. Sa mère, Jeanne, gisait dans une chambre simple, connectée à un équipement rudimentaire. Son visage, autrefois vibrant et plein de vie, était maintenant pâle et marqué par le passage implacable du temps et de la maladie. Ses cheveux blancs s'étalaient sur l'oreiller. Là, confronté à sa profonde fragilité, tout son pouvoir et son influence semblaient ridiculement insignifiants. Il s'approcha timidement, puis lui toucha la main. Elle était froide et fragile. Disparue, la vigueur qui l'empêchait autrefois de rêver petit, la voix qui le ramenait à la réalité. Seul un lourd silence imprégnait la pièce, ponctué uniquement par le bip lent et rythmique des moniteurs. Une infirmière s'approcha, son regard empreint de pitié et de ce qu'Arthur interpréta comme un dédain à peine voilé. « Elle a beaucoup parlé de vous. Elle a toujours espéré que vous reviendriez », dit-elle d'une voix douce mais ferme, totalement indifférente à la formidable réputation de l'homme. Les simples mots de l'infirmière frappèrent Arthur comme un coup de poing viscéral à l'estomac. Espérait qu'il reviendrait. Pendant 40 ans, elle avait espéré. La scène le transporta de nouveau dans la cuisine de son enfance, à l'arôme réconfortant du café frais et des biscuits chauds, et à la voix de Jeanne chantant doucement, tandis qu'il se préparait pour l'école. Il se vit, un jeune garçon débordant de rêves ambitieux, mais aussi avec une innocence que l'âge adulte et le succès avaient inexorablement érodée. Il passa les heures suivantes dans un fauteuil inconfortable à côté de son lit, se contentant de l'observer. Il n'y avait rien à dire, aucun pardon à articuler en simples mots, pas après un laps de temps si immense. Le silence était la seule langue restante. Il remarqua les minutias, les rides d'expression autour de ses yeux, le léger tremblement de sa main,
les cicatrices presque imperceptibles d'une vie de labeur exténuant. Chaque détail représentait une histoire qui ne lui avait pas été racontée, un segment de sa vie qu'il avait délibérément choisi d'ignorer. La culpabilité l'envahit. Lui qui commandait de vastes fortunes ne pouvait acheter même une minute de plus pour sa mère. Lui qui avait construit des empires de la santé était totalement impuissant face à la maladie qui la dévorait. L'infirmière lui apporta une tasse de thé et quelques biscuits salés, une aimable tentative de briser le silence oppressant. Arthur, habitué aux banquets somptueux et aux vins millésimés rares, sentit un nœud se serrer dans sa gorge en acceptant. Cette gentillesse simple et désintéressée, offerte par une étrangère, contrastait fortement avec la froideur glaciale de sa propre existence. Il pensa à Antoine, son fils éloigné, et la douleur de son absence devint insupportable. Si sa mère décédait sans son pardon, et si son fils restait distant, que resterait-il d'Arthur Moreau? Le manoir vide, le nom gravé sur des bâtiments imposants. Tout semblait vide. Cette nuit-là, il pensa que personne d'autre ne reviendrait. Avez-vous déjà ressenti le poids écrasant du regret pressé sur votre poitrine, une douleur si profonde qu'elle semblait infinie? Vous êtes-vous retrouvé au plus bas, désirant une seconde chance de rectifier quelque chose qui semblait irréparable? Répondez par un oui dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire et comprenez ce que signifie avoir besoin d'un tournant. Arthur sentit la main fraîche de Jeanne dans la sienne, un mouvement subtil de ses doigts, un scintillement de conscience presque imperceptible. Il se pencha, son cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit les yeux, un faible filet de la lumière bleutée qui autrefois brillait avec tant de vitalité. Il lui fallut du temps pour que son regard se pose, mais quand ce fut le cas, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Un murmure rauque, à peine audible. « Mon fils », ce mot. Une seule syllabe, chargée de pardon, d'amour inconditionnel, d'une vie entière d'attente patiente. Il n'y avait pas de reproche, pas de douleur persistante, seulement l'acceptation pure d'une mère. Et à cet instant, Arthur Moreau, le magnate inflexible, s'effondra complètement. De chaudes larmes coulaient sur son visage, emportant des décennies d'armure, d'ego, de regrets lancinants. Il sanglota, non pas comme l'homme d'affaires impitoyable, mais comme le garçon qui était parti un jour, perdu, et maintenant miraculeusement retrouvé. Il resta là pendant des heures, tenant sa main, sentant son faible pouls, son souffle subtil. Les milliards, les propriétés, l'empire, plus rien de tout cela n'avait d'importance. La seule réalité tangible était la connexion profonde avec cette femme fragile, qui, d'un seul mot, lui avait rouvert le cœur. À un moment donné, elle lui serra la main en retour, un geste minuscule, mais qui valait plus que tous les contrats qu'il avait jamais signés. Il commença à parler, murmurant près de son oreille. Il parla d'Antoine, du fossé entre eux, du vide que l'argent avait laissé. Il ne savait pas si elle l'entendait, mais le besoin urgent de confesser, de décharger son âme, était accablant. Un souvenir soudain refit surface. Un jour, alors qu'il était enfant et souffrait d'une forte fièvre, Jeanne avait passé toute la nuit assise à côté de son lit, chantant doucement jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir. Il pouvait presque sentir l'humidité fraîche du gant de toilette sur son front. C'était la même dévotion inébranlable, le même amour inconditionnel qu'il voyait maintenant, 40 ans plus tard. La genèse de sa transformation n'était pas magique, mais la redécouverte d'un amour qui avait toujours été là, l'attendant patiemment. Il ne savait pas si cela réussirait, mais pour la première fois, il voulait essayer. Avec le décès de Jeanne, l'absence ressentie par Arthur se transforma en un vide abyssal, mais paradoxalement, elle devint aussi un puissant catalyseur. Dans les jours qui suivirent les modestes funérailles à la campagne, il ne retourna pas immédiatement à Paris. Au lieu de cela, il s'attarda dans la petite maison de sa mère, un endroit qu'il avait renié pendant des décennies. Chaque objet, chaque photographie poussiéreuse était un témoignage silencieux d'une vie simple et riche en affection dont il s'était volontairement exilé.
Il passa des heures à fouiller dans de vieilles boîtes, découvrant des lettres qu'elle lui avait écrites, soigneusement conservées mais jamais envoyées, débordantes de préoccupations et d'un amour tenace. Il lut chacune d'elles, ressentant le poids écrasant des mots qu'il n'avait jamais permis de l'atteindre. Cette immersion dans le passé de Jeanne marqua la première étape cruciale de sa reconstruction personnelle. Il commença à percevoir le monde non seulement à travers le prisme du profit et du pouvoir, mais aussi du point de vue de quelqu'un qui avait vécu avec peu, mais avec dignité et une profonde affection. Il réalisa que sa mère, même dans sa simplicité, avait forgé des ponts émotionnels que lui, avec toute son immense richesse, avait impitoyablement détruits. Le regret était un lourd fardeau, mais aussi un formidable professeur. Arthur commença à opérer de subtils changements. Il annula des réunions superflues, délégua des tâches qu'il s'obstinait auparavant à micro-gérer. Il commença à manger plus sainement, à dormir plus profondément. Et pour la première fois depuis des années, il appela Antoine. La voix de son fils au bout du fil était distante, froide. Il n'y eut aucune euphorie dans les retrouvailles verbales, seulement une douloureuse formalité. Arthur tenta d'expliquer, de s'excuser de son absence, de son obsession implacable. Antoine écouta, mais ses réponses étaient brèves, chargées d'années de ressentiments persistants. Arthur savait que ce ne serait pas facile, que reconstruire sa relation avec Antoine serait un voyage aussi ardu que se réconcilier avec la mémoire de sa mère. Il devait lutter contre sa propre impatience et l'attente d'un pardon immédiat. Quelques jours après leur première conversation, Antoine rappela enfin, pas un appel formel, mais une invitation à dîner le soir suivant. Un petit restaurant japonais sans prétention, dans un quartier dont Arthur se souvenait à peine de l'existence. Arthur sentit un frisson nerveux dans son estomac, un mélange d'appréhension et une lueur de joie authentique. C'était l'aboutissement de sa reconstruction intérieure, le moment de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Il ne porta pas l'un de ses coûteux costumes, optant plutôt pour une chemise plus décontractée, quelque chose que Jeanne aurait approuvé. Il arriva en avance, un acte sans précédent pour lui, qui faisait toujours attendre les autres. Quand Antoine arriva, son sourire était prudent, mais il y avait une étincelle dans ses yeux qu'Arthur n'avait pas vue depuis des années. La formalité forcée de leur rencontre précédente était absente. Antoine commença à parler de sa nouvelle exposition, de la lutte pour trouver l'inspiration, mais aussi de la profonde passion qui le poussait. Arthur écouta, vraiment écouta, sans interruption, sans jugement, sans tenter d'offrir de conseils d'affaires. Il se contenta d'écouter. Et puis, il parla. Pas de l'Empire, pas d'argent, il parla de Jeanne. Il raconta à Antoine les derniers jours à l'hôpital, le simple mot qu'il avait complètement brisé, le regret lancinant et la promesse silencieuse qu'il avait faite à sa mère. Il parla du vide qu'il avait porté, de la peur de répéter ses erreurs passées avec Jeanne, avec Antoine. Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. C'était la première fois qu'il voyait son père si vulnérable, si profondément humain. Il n'était pas le magnate distant, mais un homme repentant et transformé. Arthur tendit la main à travers la table et toucha celle d'Antoine. Un geste simple, mais lourd de sens profond. « Je suis tellement désolé, mon fils. Pour tout, j'ai perdu tellement de temps, mais je veux que tu saches que j'ai appris. Je veux me racheter, non par obligation, mais parce que je t'aime. Et ta mère ? Elle m'a enseigné ce qu'est le véritable amour. » Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais empreint d'une profonde émotion. Antoine serra la main de son père, et pour la première fois, Arthur sentit le pont se construire entre eux, non pas avec des briques d'argent, mais avec des fils d'honnêteté et d'affection profonde. Ce dîner, avec ses sushis simples et son éclairage chaleureux, servit de scène à la plus grande victoire d'Arthur. Non pas un triomphe dans une salle de conférence, mais la reconquête du cœur de son fils, un amour qu'il croyait avoir perdu pour toujours. L'imagerie visuelle en miroir était claire. Si, au début, le téléphone sonnait dans un bureau froid et dépersonnalisé, signalant la distance et le conflit, il sonnait maintenant pour une invitation sincère, dans la chaleur de retrouvailles, symbolisant une acceptation véritable. Si cela avait commencé par 40 ans d'abandon silencieux, cela se terminait par des mots qui changeaient tout,
remplissant le vide d'amour et de réconciliation. Ce n'était pas une fin de conte de fées, mais c'était profondément satisfaisant. Quelques mois plus tard, la tour Moreau se dressait toujours imposante sur l'horizon parisien, mais quelque chose de fondamental avait changé chez son fondateur. Arthur Moreau, bien que toujours un homme d'affaires redoutable, opérait désormais avec une nouvelle perspective. Ses dîners incluaient maintenant régulièrement Antoine, et leurs conversations s'étendaient bien au-delà des rapports financiers. Il visitait des galeries d'art, débattait des techniques de peinture, et Arthur s'aventurait même à esquisser des dessins maladroits sur son bloc-notes. Antoine, à son tour, commença à fréquenter le manoir de Neuilly, non plus comme un étranger, mais comme un fils rentrant chez lui. Les dimanches, ils établissaient un rituel. Marcher dans le parc, loin des regards indiscrets, discutant de tout et de rien, comme un père et un fils auraient dû le faire toute leur vie. La scène la plus symbolique, cependant, se déroulait une fois par mois. Arthur conduisait sa propre voiture, pas la luxueuse, mais un modèle plus discret, vers la petite ville rurale. Il visitait la tombe de Jeanne, non pas avec la culpabilité écrasante d'avant, mais avec une paix sereine et contenue. Il apportait des fleurs fraîches, arrosait les plantes environnantes et s'asseyait en contemplation silencieuse, lui racontant les dernières nouvelles d'Antoine, les petites joies qu'il s'autorisait enfin à ressentir. À une occasion, Antoine l'accompagna. Ce fut un moment de silence partagé où les générations convergèrent en présence de la femme qui les unissait. Il n'y eut pas de grandes déclarations, juste le murmure du vent à travers les arbres et la compréhension mutuelle que, bien que Jeanne ne soit pas physiquement présente, son héritage d'amour et de pardon imprégnait leur nouvelle vie. Arthur ne ressentait plus le besoin incessant de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le vide qui l'avait tourmenté avait été comblé, non par plus d'argent ou de pouvoir, mais par la profonde reconnexion avec ses racines, avec son fils, et avec la partie la plus authentique de lui-même qui avait été étouffée par des décennies d'ambition aveugle. La maison de sa mère à la campagne, autrefois un lieu de honte, se dressait désormais comme un sanctuaire de souvenirs chéris et un rappel constant de sa profonde rédemption. Il avait trouvé sa paix non pas dans des châteaux de marbre, mais dans la simplicité profonde de l'affection et la force libératrice du pardon. Elle n'avait pas conquis le monde, mais elle avait conquis ce qui était en elle. La transformation ultime d'Arthur Moreau ne se manifesta pas par une explosion de triomphe glorieux, mais par une quiétude profonde et durable. Il assimila la leçon la plus essentielle, que le véritable héritage ne se construit pas avec du marbre et de l'acier, mais avec des liens durables d'amour et de pardon. La douleur de la perte de Jeanne, combinée aux simples mots qu'elle lui avait donnés, révéla l'incontestable vérité que la vie ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on reconnecte. Il comprit que toute sa vie, il avait cherché la validation dans le monde extérieur, alors que la véritable paix et l'épanouissement résidaient dans l'acceptation de qui il était, y compris ses imperfections, et dans la profonde capacité à donner et à recevoir de l'affection. L'amour, réalisa-t-il, n'était pas une faiblesse, mais la force la plus puissante pour une reconstruction véritable. Et cette leçon n'est pas exclusive aux magnats puissants. Combien d'entre nous, dans nos propres vies, ne nous perdons-nous pas à la poursuite de ce que nous croyons être le bonheur, un certain statut, une possession matérielle, une validation externe, pour finalement négliger ce qui compte vraiment. Les ponts invisibles de l'affection, de la famille et de l'amitié, qui semblent si simples, sont en fait les plus résistants. Ils nous soutiennent quand tout le reste s'écroule. L'histoire d'Arthur nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour chercher le pardon, pour réparer ce qui a été brisé, ou pour chérir l'amour qui souvent est là, silencieux, attendant simplement que nous posions notre regard sur lui. La vraie richesse, après tout, ne se trouve pas dans un solde bancaire, mais dans un cœur ouvert. Si cette histoire a résonné en vous de quelque manière que ce soit, votre j'aime nous indique que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je lis chacun d'eux et je tiens à répondre avec soin à ceux qui prennent un moment pour commenter.
Et si vous croyez au pouvoir de telles histoires, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Cette chaîne ne fait que commencer, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer ce voyage. Je compte vraiment sur votre soutien. Ne partez pas encore. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.